Le podcast est présenté par Biaformation. Biaformation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parle-moi de santé, vous pouvez utiliser le code rabais Goujon15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à Biaformation pour la confiance et bon podcast. Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 39 aujourd'hui. Je reçois le physiothérapeute François Desmeules. On parle des pratiques avancées en physio. François qui est d'abord un expert dans le domaine, il est professeur, chercheur à l'Université de Montréal, fait beaucoup de recherches en lien avec les pratiques avancées en physiothérapie dans le contexte québécois, dans le contexte canadien également. C'est un des leaders dans le domaine. On parle de justement c'est quoi les pratiques avancées, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les avantages par rapport à l'efficacité de notre système de santé. Dans la dernière année, avec la pandémie et tout ça, ça a été un grand sujet d'actualité, comment on va réorganiser les soins de santé au Québec. On a un plan du ministre de la Santé qui a été déposé au printemps 2022 par rapport à la réorganisation de ce système. Et il y a plusieurs professionnels de la santé qui étaient grandement absents de ce plan-là, entre autres les physiothérapeutes. On en a parlé dans l'épisode. On parle de solutions pour diminuer les listes d'attente à l'urgence, les consultations à l'urgence. Il y a beaucoup de projets pilotes au Québec où les physiothérapeutes sont les professionnels qui interviennent en première ligne. Donc, quelqu'un qui se présente avec une douleur au dos, au genou, à la cheville, peu importe, serait vu en premier par le physiothérapeute et non le médecin. Donc, on a parlé de ces modèles de soins-là, pourquoi c'est une solution pour l'avenir de notre système de santé ici au Québec. Et voilà, donc épisode extrêmement passionnant avec quelqu'un de très passionné. Je vous laisse apprécier cette conversation avec le physiothérapeute François Desmeules. OK, on est parti. François Desmeules, bon matin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est notre troisième prise aujourd'hui. Finalement, on a réussi à se rencontrer après 2 fois qu'on a dû reporter, mais là, tout est beau. On a réussi à avoir le moment pour discuter d'un sujet assez passionnant et très d'actualité. Là. En tout cas, les gens qui suivent très bien le monde de la physio ou le monde des sciences de la santé au Québec sont au courant qu'en ce moment, il y a un genre de réorganisation de comment on va penser nos soins de santé dans les prochaines années. Aujourd'hui, on parle de pratiques avancées, du rôle de la physiothérapie dans l'avancement des soins de santé au Québec, dans un système qui est public, de première ligne, deuxième ligne, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour comprendre un peu pourquoi c'est toi que j'ai décidé de recevoir pour parler de ce sujet-là, mettre les gens un peu en contexte de qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton background qui t'a amené à t'intéresser aux pratiques avancées, à t'impliquer dans ce monde-là. De base, tu es physiothérapeute, tu es professeur agrégé à l'Université de Montréal. Agréé ou agrégé? Agrégé. Agrégé, fait que je l'ai bien dit la première fois. Également, je ne sais pas si c'est directeur d'une équipe de recherche ou en tout cas, je suis chercheur à Maisonneuve. T'es leader, exactement. C'est ça, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Exactement. Oui, fait que moi, je suis physiothérapeute de formation. Moi, j'ai travaillé, je viens de la région de Québec. Moi, j'ai travaillé longtemps au CHUL de Québec, puis je travaillais beaucoup historiquement avec les orthopédistes là-bas. Et on avait c'était au début des années 2000, on avait une super collaboration avec les orthopédistes, là, puis on travaillait vraiment de façon collaborative, puis on voyait les patients conjointement dans les cliniques par moment, puis les orthopédistes voulaient avoir notre avis pour, qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là, puis tout ça, puis notre expertise était considérée. C'est probablement de là que c'est parti l'idée de vouloir travailler sur les pratiques avancées, parce que ce qu'on faisait là, puis c'était pas juste moi, là, il y avait d'autres gens, là, des gens qui viennent de la région de Québec vont reconnaître des noms, là, Joanne Tardy, Ouais. il y avait des gens comme ça qui étaient là, et puis on se retrouvait donc à travailler de façon très très proche avec les orthos. Fait que c'est un peu parti de là mon idée de travailler sur les pratiques avancées. Évidemment, moi j'ai fait après ça une maîtrise, puis j'ai fait un doctorat en épidémiologie, puis un postdoc en lien avec l'Organisation des soins de santé, entre autres sur les pratiques avancées. Ouais. Et puis, donc, mon idée de travailler là-dessus, c'est que ailleurs dans le monde, les pratiques avancées, c'est très implanté dans plusieurs pays. Et donc, il y a 15 ans, quand on a commencé à jouer là-dedans puis à
à vouloir s'intéresser à ça, il y avait très, très peu de choses qui se faisaient au Canada, là, puis au Québec, encore moins. Là, donc, le Québec avait beaucoup de retard sur l'utilisation des physiothérapeutes dans des rôles novateurs, plus autonomes pour prendre en charge là, les patients. Alors, on va parler beaucoup des patients qui ont des problèmes musculo-squelettiques, là, mais il faut réaliser aussi que les pratiques avancées, ça ne touche pas juste les patients qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Ben, justement, si on commence par la base qui est un peu qu'est-ce que c'est les pratiques avancées, puis pour avoir beaucoup lu là-dessus dans les dernières peut-être 6 à 12 mois, parce que c'est d'autant plus d'actualité, de 1 et de 2, je savais que j'allais te recevoir, fait qu'il fallait bien que je sache de quoi j'allais parler. Qu'est-ce que c'est les pratiques avancées, puis jusqu'où ça va? Ça englobe quoi au final? Bien, en fait, on a des fois un petit peu de problème à définir c'est quoi les pratiques avancées puis faire la différence, par exemple, avec l'accès direct. Parce que d'un pays à l'autre, ça va varier. Puis d'une province à l'autre au Canada, ça varie aussi. Mais tu sais, généralement, quand on parle des pratiques avancées, on va parler d'un rôle novateur du physiothérapeute où il va avoir plus d'autonomie pour prendre en charge certains types de clientèle. Puis, il va avoir des responsabilités supplémentaires pour prendre des clientèles avec des problèmes plus complexes. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement... évidemment, au Canada, il n'y a pas de titre reconnu de pratique avancée, mais dans certains pays, il y a des titres reconnus de pratique avancée. Irlande, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie. Ces titres sont reconnus. Là. Donc, les gens portent les titres de physiothérapeute en pratique avancée. Puis dans ces rôles-là, ben, ils ont on ne donne pas de la physiothérapie traditionnelle. Le physiothérapeute, il a un rôle de consultant puis de diagnostic. Des fois, c'est un diagnostic médical qu'il peut poser. Et il va donc se retrouver donc, par la suite à orienter les patients par rapport à leur parcours de soins. C'est sûr que, au Québec, en accès direct, il y a certains de ces points-là qui se retrouvent. Mais ce que je dis souvent à mes étudiants, là, parce qu'on a un programme de pratique avancée à l'Université de Montréal. Je dis souvent, il y a plusieurs points qui font que vous pouvez dire que ça, c'est un modèle de pratique, un modèle de soins de pratique avancée. Mais c'est un modèle, comme je l'ai dit, où le physiothérapeute a plus d'autonomie, il y a des responsabilités supplémentaires, il peut avoir des actes médicaux délégués dans certains cas. Au Québec, c'est compliqué, là, mais ailleurs, on va souvent retrouver ça, des actes médicaux délégués comme prescription d'imagerie, il peut y avoir la prescription de médication. Dans certains pays, les physiothérapeutes injectent puis réduisent des fractures, entre autres. Là, Dans les pays que tu as nommés, par exemple, tantôt, là, ces pays-là qui sont un peu plus en avance sur ces pratiques-là. Là. On ne fait pas ça ici. Là. Pas encore. On va souhaiter qu'on arrive là à un moment donné, parce que je pense que on va pouvoir en reparler, là, mais il y a une plus-value de l'utilisation du physiothérapeute dans ces contextes-là pour faire ce type de choses-là. Et l'autre point, c'est que, bien simple, le physiothérapeute se retrouve dans un nouveau modèle de soins, que ce soit dans un GMF, que ce soit dans une urgence, puis il se substitue au médecin. Traditionnellement, ça aurait dû être un médecin qui se retrouve là, puis soudainement, c'est un physiothérapeute. Puis le patient qui se présente là pour avoir des soins, mais ce n'est pas un physiothérapeute qui venait voir initialement. Traditionnellement, il aurait vu un médecin. Exact. Fait que c'est un peu ça qu'on peut parler de pratique avancée. Puis c'est important de dire qu'est-ce que c'est de la pratique avancée puis qu'est-ce que c'est pas. Parce que bien qu'on a des physiothérapeutes qui ont des formations supplémentaires, que ce soit via notre programme ou d'autres formations. Oui, de la formation continue. Oui, puis qui ont de l'expérience, puis qui ont travaillé en collaboration avec des médecins. Il faut réaliser que dans ces contextes de soins-là, c'est pas nécessairement n'importe quel physiothérapeute qui est capable d'aller dans ce rôle clinique-là, puis d'être efficient, sécuritaire, puis efficace pour traiter ces patients-là. Oui. Puis tu as parlé aussi qu'il y a d'autres domaines. Si on a beaucoup parlé de l'accès direct, des blessures ou soins musculo-squelettiques. C'est une immense quantité de consultations à l'urgence et en première ligne chez les médecins de famille. Fait que les gens qui ont mal au dos, mal au genou, mal au cou, mal à l'épaule, des entorses, des fractures, etc., et qui vont consulter à l'urgence, qui historiquement vont voir un médecin. Ça, c'est un des rôles dans lesquels on pourrait substituer et être la personne qui prend en charge. Mais c'est quoi d'autres exemples peut-être un peu plus oubliés ou en second plan ou que les gens n'ont peut-être pas en tête jusqu'où ça peut aller, les pratiques avancées? Bien là, au Québec, ce qu'on voit, l'émergence qu'on voit, c'est comme tu le dis, là, il y a beaucoup de projets, puis il y a des physiothérapeutes aujourd'hui qui travaillent comme ça dans les urgences. Okay? Ouais. Donc, il y en a déjà. Là. Il y en a déjà. Ouais. Là, on pourra parler plus en détail. Dans les GMF, on en trouve aussi. Là, donc, au sans rendez-vous, tu te présentes avec un entorse, tu te présentes avec une lombalgie.
tu vas être vu directement par un physiothérapeute. Ouais. Fait que ça existe pour les problèmes neuromusculosquelettiques. Puis, il y a en spécialité aussi. Là, donc, en médecine, spécialité en neuromusculosquelettique, que ce soit en neurochirurgie, on a des physiothérapeutes en pratique avancée au Québec, que ce soit en orthopédie, on voit des projets qui sont en train de se développer en rhumato aussi, puis en physiatrie à l'heure actuelle aussi. Fait que c'est les grands champs champs. Les grands champs où on voit ça en musculo-squelettique. Il y a la plastie aussi qui semble avoir de l'intérêt pour développer des choses. Puis ça, c'est intéressant parce que ce ne sera peut-être pas des physiothérapeutes qui vont se ramasser là. Ailleurs dans le monde, quand c'est en plastie, souvent c'est pour des cas de main, puis c'est les ergothérapeutes qui sont en pratique. De la main, thérapie de la main. C'est ça. Mais ce qu'on a, par exemple, on voit ailleurs, on en voit pour toutes sortes d'autres conditions. Donc, on voit des physiothérapeutes ailleurs dans le monde en neurologie, on les voit en santé pelvienne, on les voit aussi en cardio-respiratoire maintenant aussi, où là, ils vont prendre en charge de façon plus autonome, dans des contextes de pratique avancée, ils vont prendre certains types de clientèle. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à la pratique avancée pour différents types de clientèle, même si historiquement, c'est vraiment ce qu'on voit dans le monde. Puis les premiers balbutiements de la pratique avancée, c'est vraiment pour les problèmes musculo-squelettiques. Oui, c'est de là que ça vient l'intérêt, entre autres. En ce moment, il y en a. Sais-tu environ combien de physiothérapeutes qui travaillent dans des contextes de pratique avancée au Québec? Il y a probablement quelques dizaines de physiothérapeutes qui travaillent. C'est en bas de 100. Là, oui, c'est en bas de 100, probablement. Là, on n'a pas les chiffres complets. Là, on vient de terminer un sondage pan-canadien, là, puis on n'a pas tout analysé encore, là, mais on parle qu'à travers le Canada, là, on a fait un sondage à travers les ordres professionnels puis à travers l'Association canadienne de physiothérapie, là, puis on était aux alentours, là, on approchait près de 100 personnes à travers le Canada qui se considéraient dans un rôle de pratique avancée. C'est ça. Puis d'où ça vient, ce besoin-là? T'sais, si on remonte dans le temps un petit peu, il y a des pays qui sont d'avance sur nous, sur le Canada, sur le Québec, dans ces modèles de soins-là. Quel genre de besoins ont été identifiés pour amener ces modèles de pratique-là? Puis pourquoi nous, ça a pris autant de temps avant qu'on décide d'investir dans ce champ-là? C'est une grande question, ça. Ouais. Historiquement, les premiers modèles de pratique avancée, ça vient des États-Unis. Ça vient de la guerre du Vietnam. Parce que le caseload des médecins au Vietnam était trop important pour traiter les blessures de guerre. Et les physiothérapeutes ont été déployés avec les infirmières avec des rôles avancés à ce moment-là. Fait que ça remonte de loin. Aux États-Unis, par la suite, c'est pas une pratique qui est très développée. Donc, des modèles de soins en pratique avancée, on n'en voit pas aux États-Unis parce que c'est un modèle de soins qui est principalement privé. Oui, dans leur système de santé. Dans leur système de santé. Fait que ça m'amène à la principale raison pourquoi on voit des modèles de pratique avancée dans le monde, c'est pour améliorer l'accès aux soins. Fait que c'est clair qu'à travers le monde, la première raison d'utiliser les professionnels de la santé pour se substituer à des médecins, c'est dans un contexte où on veut améliorer l'accès aux soins pour différents types de clientèle, dans ce cas-ci majoritairement là, des problèmes musculo-squelettiques. C'est vraiment ce qui a poussé, si tu regardes là, l'Angleterre, l'Australie et puis l'Irlande par exemple, puis là, des modèles de pratique avancée, là, il y en a maintenant aux Pays-Bas, il y en a dans les pays scandinaves. Il y a vraiment beaucoup de pays là, qui vont de l'avant avec ça. Puis le principal facteur qui est associé à ce déploiement-là, c'est qu'on veut améliorer l'accès aux soins. Ouais. Puis il y a toutes sortes d'autres retombées, par exemple, qu'on a vues avec ces modèles de soins-là, puis qu'on ne s'attendait pas nécessairement au départ. Là, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'améliorer l'accès aux soins. Puis c'est clair qu'on est capable d'améliorer de façon significative l'accès aux soins à partir du moment où on utilise des physiothérapeutes. On a des données au Québec. Là, il y a le modèle de Jean Talon où on a 2 physiothérapeutes en pratique avancée qui sont là, qui travaillent avec les orthopédistes. Puis on a vu des retombées importantes sur les temps d'attente pour avoir accès à une consultation en orthopédie à travers cette équipe-là. Là. Puis ailleurs dans le monde, c'est ce qu'on voit aussi. Là, J'ai une question un peu, dès le début, j'ai une question un peu patate chaude. Là. Tu sais, tu parles de modèle qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins. Ouais. Moi, la deuxième question que j'ai en tête, c'est est-ce également une solution pour améliorer la qualité des soins? Oui. Ben, en fait, c'est ce qu'on voit. Hein? Puis, on a très, très bien vu dans la littérature, c'est qu'on est capable d'améliorer
la qualité des soins. Fait qu'on a des données à l'urgence, en première ligne de soins, en clinique spécialisée, que l'approche multidisciplinaire, puis l'approche avec un physiothérapeute qui est comme souvent la porte d'entrée de ces cliniques-là, permet d'améliorer la qualité des soins. Ouais. Puis, on a aussi des effets intéressants sur l'utilisation des ressources du système de santé. Fait que, tu sais, si on parle de est-ce qu'un physiothérapeute en pratique avancée à l'urgence, en première ligne de soins ou en clinique d'orthopédie, à partir du moment où on parle du traitement conservateur, là, si on parle de la clinique d'orthopédie, bien, on sait qu'on est capable d'améliorer la qualité des soins parce que les problèmes musculosquelettiques, là, c'est clair en 2022 que la clé de voûte du traitement des problèmes musculosquelettiques, c'est l'éducation, la prise en charge via des exercices. Ouais. Puis, ça demeure la première chose qu'on devrait faire avec la grande majorité de nos patients. Ouais. C'est qui l'expert pour ça, le mieux formé? C'est pas l'orthopédiste. Puis l'orthopédiste, il est formé pour opérer. Exact. Puis, il y a une expertise tout à fait adéquate. Là, puis, je veux dire, ils sont très bons pour le faire. Ils sont très bons pour le faire, puis ils sont très bons pour orienter les patients. Mais ce n'est pas un orthopédiste qui va montrer un bon exercice pour une tendinopathie de la coiffe ou pour une arthrose du genou. Ils savent à peu près quoi faire, mais ce n'est pas eux qui ont été formés pour ça. Ouais. Puis si on regarde, c'est d'autant plus vrai si tu regardes dans d'autres contextes du système de santé. À l'urgence ou en clinique de médecine familiale, bien, ces médecins-là n'ont pas cette formation-là pour prendre en charge ces patients-là. Puis, le modèle de soins, il n'est pas bâti, le système de santé, il n'est pas bâti pour permettre à ces médecins-là de prendre le temps aussi pour prendre en charge correctement ces patients-là. Ouais. Fait que, quand on dit que les problèmes musculosquelettiques ne sont pas bien pris en charge, la réponse, c'est vrai. Mais il ne faut pas lancer la pierre aux médecins non plus. Non. À la base, ils n'ont pas nécessairement toujours la formation pour le faire. Puis le réseau ne leur permet pas de faire une bonne prise en charge de ces cas-là. Ouais. Fait que ça, il faut le retenir. Puis quand on dit que le physiothérapeute peut répondre à ça, bien, la réponse, c'est oui, de par sa formation. Puis quand on met ces nouvelles ressources-là, bien, le modèle qu'on bâtit, ça permet à ces physiothérapeutes en pratique avancée là, de bien prendre en charge ces patients-là parce qu'on va avoir un modèle où un orthopédiste va prendre, je ne sais pas, pour une consultation normale, va prendre 10-15 minutes avec un patient. Mm-hmm. Bien, pour lui expliquer c'est quoi son problème d'arthrose, puis lui dire qu'il n'y a pas besoin d'une chirurgie, probablement que 15 minutes, c'est bien correct. Ouais. Puis, mais pour lui dire quoi faire par la suite, puis comment soulager ses douleurs, puis quel exercice faire, puis l'accompagner, puis le rassurer, répondre à ses questions. Exactement. Bien ça, l'orthopédiste, il n'a pas le temps de faire ça, mais le physiothérapeute en pratique avancée, lui, va pouvoir le faire, puis il va pouvoir bien le faire. Ouais. Parce que c'est somme toute étrange que, historiquement, on a mis dans les postes clés pour répondre à ces problèmes musculo-squelettiques-là les professionnels qui n'ont pas nécessairement la meilleure formation pour répondre à ce besoin-là. Mais ça va un peu aussi dans comment on a structuré un peu le système de santé qui est très centré sur les hôpitaux, très centré sur les urgences et tout ça. Mais tu sais, un peu comme si moi j'avais un problème légal dans ma vie, la première personne que je voudrais, c'est la personne la mieux formée pour un problème légal, c'est-à-dire probablement un avocat, tu sais. Ouais. Même s'il y a beaucoup de monde qui rayonne autour de l'avocat, qui a différents types de métiers qui rayonnent, somme toute, c'est l'avocat que je voudrais avoir pour l'évaluation de mon problème puis les recommandations. Ouais. Quand on parle de blessures, de troubles musculo-squelettiques, c'est comme enfin, entre guillemets, que ça arrive maintenant dans les pratiques, dans les accès directs, dans l'accès en première ligne. Mais comment on s'explique qu'on a bâti un système, ça fait longtemps là, que ces problèmes-là sont là, ça fait longtemps qu'on a des hôpitaux, qu'on a un système de soins. Comment ça se fait qu'on s'est retrouvé à ne pas avoir immédiatement la meilleure personne placée pour prendre en charge ces soins-là? Bien, historiquement, le système de santé il a été bâti par des médecins pour des médecins. Mm-hmm. Je pense que c'est pas trop charrié de dire que le système de santé, à la base, c'est plus le cas nécessairement maintenant, puis les gens le réalisent, puis les médecins le réalisent, mais le système de santé, il a été bâti par des médecins pour des médecins. Puis on se rend compte que
c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Je Ouais. veux dire, il faut sortir d'un modèle médico-centriste. On est en train de le faire graduellement. Il y a encore des barrières, mais moi, j'ai confiance qu'on est en train de faire des bons changements. Peut-être pas assez vite pour certains. Ouais. Mais c'est clair que ça a toujours été ça. Là. Puis, il y a à peu près 10-15 ans, quand on a commencé, par exemple, à vouloir implanter des infirmières praticiennes au Québec, là, ben, je veux dire, il faut réaliser, puis il y a eu des articles de journaux, il y a eu des entrevues à la télé. Je me rappelle d'un reportage majeur d'enjeux dans le temps où tu entendais, de mémoire, là, c'était un des vice-présidents du Collège des médecins qui disait à la caméra la médecine va demeurer aux médecins. Puis ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'était pas question de déléguer des actes médicaux à d'autres gens, à d'autres professionnels, dont les infirmières praticiennes, parce que pour lui, c'était inacceptable. Là. Fait que ça, c'est du corporatisme médical à son meilleur. Ouais. Puis, il faut réaliser qu'au Québec, on a vécu avec des associations professionnelles, avec un collège qui était très, 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 très fermé à la collaboration interprofessionnelle. Ça a toujours été leur clé de voûte, ça a toujours été l'utilisation du médecin, que le diagnostic médical ne pouvait pas être donné que par d'autres professionnels, ça devait être qu'un médecin. Ça a toujours été leur cheval de bataille. Maintenant, ça change. Fait que depuis 5 à 10 ans, il y a eu beaucoup de changements. Où là, on voit que, puis on le voit dans les médias, là, je veux dire, on n'est pas capable de donner des soins aux gens dans des temps opportuns. Donc, les gens n'ont pas accès à des soins lorsqu'ils en ont besoin. On a combien de millions de personnes au Québec qui n'ont pas de médecin de famille? Tu vas à l'urgence, tu vas attendre plusieurs heures, sinon des dizaines d'heures pour des problèmes mineurs. Ouais. Même chose. Fait que ça, historiquement, c'était très difficile. Fait que l'implantation des infirmières praticiennes, ça a été hyper difficile au Québec, alors qu'ailleurs dans le Canada, ça s'est fait beaucoup plus rapidement, puis ça a été fait de façon beaucoup plus collaborative. Là, on est dans un autre paradigme, puis c'est une bonne nouvelle. Je pense que est-ce que tous les acteurs de la santé sont prêts à ce que des professionnels de la santé, dont des physiothérapeutes en pratique avancée, prennent leur place? La réponse, c'est non, mais on en a beaucoup qui sont pour ça. Mm-hmm. Ouais. Parce que si on regarde, c'est un excellent comparatif, les infirmières praticiennes spécialisées qui répondent à un immense besoin en termes de consultation en première ligne, puis qui se substituent très bien dans beaucoup de pourcentage du rôle du médecin de famille. Souvent, ce n'est pas nécessaire de voir le médecin pour des renouvellements de prescriptions, pour des diagnostics de rhume, de grippe, prescription d'antibiotiques, des problèmes musculo-squelettiques simples, référés en physio. T'sais. Fait on parle beaucoup, quand on parle d'optimiser les soins de santé ou de trajectoire de soins dans notre système public, on parle beaucoup d'avoir le bon professionnel au bon moment. Clairement, le physiothérapeute, l'infirmière praticienne spécialisée, c'est des rôles en pratique émergente, pratique avancée qu'on voit qui répondent à ce besoin-là, d'avoir le bon professionnel au bon moment. Puis, si on revient à le modèle qui était basé beaucoup sur les médecins, une des questions que j'avais qui me venait en tête quand tu parlais de ça, est-ce qu'on est très bon pour gérer comme la gestion des maladies, mais on ne fait pas beaucoup de travail en prévention. On est beaucoup dans l'intervention une fois que le problème est là. Donc, on va à l'urgence quand on a un problème, puis on traite le soin médical. Est-ce que tu penses que dans les soins musculo-squelettiques, le fait qu'on a beaucoup centré les diagnostics et les soins autour de ce qu'on appelle les diagnostics patho-anatomiques, donc de beaucoup centrer sur la structure, le cartilage, le ligament, le ménisque déchiré, le tendon usé, qu'on sait maintenant, depuis longtemps, mais qu'on a de plus en plus d'études solides qui nous démontrent qu'il n'y a pas de lien très, très fort tout le temps entre la structure et la douleur, la qualité de vie. Donc, autrement dit, qu'on peut grandement améliorer la qualité de vie, la fonction des gens sans changer la structure. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir mis beaucoup d'emphase sur le diagnostic structurel fait qu'on s'est un peu perdu dans comment optimiser les soins en termes de pas trop prescrire d'imagerie inutile, pas trop faire de chirurgie inutile?
Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est sûr qu'on est en train, dans les 10 dernières années, on est en train de complètement changer ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que poser un diagnostic patho-anatomique maintenant, c'est plus aussi pertinent que ce l'était dans le passé pour plein de patients qu'on voit dans nos cliniques. Le diagnostic patho-anatomique, là, il est encore utile. Là, je veux dire, une déchirure d'un tendon ou des choses comme ça, ou des trucs aigus. Là, il ne faut pas évacuer le diagnostic patho-anatomique. Il ne faut pas passer d'un spectre extrême à l'autre. Exactement. Je veux dire, une rupture du ligament croisé antérieur, ça demeure une rupture du ligament croisé antérieur. Une déchirure aiguë transfixiante de la coiffe avec un patient qui se présente avec une incapacité à lever le bras puis douleur importante, ça demeure encore un diagnostic pertinent. Exact. Fait que ça, c'est correct. Puis, moi, mon expertise, à part les pratiques avancées, c'est beaucoup les pathologies de l'épaule puis les pathologies du genou. Fait que, il faut garder ça en tête encore. Ceci dit, on a plein de patients. Je suis tout à fait d'accord que, par exemple, pour l'arthrose du membre inférieur, on se retrouve à la base avec un diagnostic patho-anatomique, puis on peut avoir une petite madame qui se présente avec un genou complètement dégénéré, puis qui a à peu près aucun symptôme. Qui court à chaque 2 jours. Qui court à chaque 2 jours, alors qu'on va avoir une présentation complètement inverse avec un autre patient, donc qui va avoir une arthrose très, très légère, puis qui va avoir des douleurs très, très importantes. Fait que, c'est sûr que, le diagnostic puis la prise en charge des problèmes musculosquelettiques, elle est complexe. Puis ça, la meilleure personne pour prendre en charge en première ligne ces cas-là, c'est le physiothérapeute. Parce que le physiothérapeute est justement capable autant de faire un diagnostic patho-anatomique lorsque c'est requis de le faire, mais il va être capable par la suite aussi de prendre en charge les drapeaux jaunes, évidemment, identifier les drapeaux rouges si on a quelque chose d'autre. Tout ce qui est pathologie grave. Toute pathologie grave, mais il va être capable de prendre en charge puis de bien identifier les autres facteurs qui contribuent aux douleurs, pertes de fonction puis aux pertes de qualité que cette personne-là se présente là, avec une pathologie souvent qui est moins aiguë ou qui est chronique, par exemple. On forme nos physiothérapeutes au Québec ou ailleurs dans le monde en leur donnant une formation tout à fait adéquate. Je pense qu'elle devrait être encore bonifiée, mais je pense qu'on fait un très, très bon travail pour leur donner une bonne formation pour être capable de prendre en charge de façon adéquate puis intervenir au niveau des aspects psychosociaux associés aux problèmes musculosquelettiques. Puis, il y a des endroits où on a encore du travail à faire, puis on doit former mieux nos physiothérapeutes, entre autres en lien avec la prise de décision partagée, l'entretien motivationnel, parce que s'il y a quelque chose qui a changé un peu dans notre pratique de physiothérapie traditionnelle, c'est qu'on doit tenir, c'est clair pour tous les cliniciens, je pense, là, qui sont à jour, puis nos nouveaux finissants, que l'aspect psychosocial associé aux douleurs musculosquelettiques et aux problèmes musculosquelettiques, elle est importante pour une grande proportion de nos patients. Puis il faut qu'on soit capable d'intervenir à ce niveau-là aussi, puis pas juste au niveau biomécanique. Exact. En fait, le réel défi dans les soins musculosquelettiques, il est là. Parce que la littérature a pas mal identifié comment on fait pour aider un patient qui a, par exemple, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. On sait pas mal c'est quoi les meilleurs types d'exercices, types d'interventions, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais le portrait psychosocial de l'individu va catégoriquement moduler comment cette personne-là va évoluer, comment elle va se présenter, comment elle va dealer avec cette situation. Puis ça, c'est, à mon avis, la grande faille dans, de un, la formation qu'on reçoit, et de deux, dans notre capacité à intervenir là-dessus. Parce que c'est pas des déterminants, de la douleur qui émergent nouvellement là, quand les gens ont ça. C'est des déterminants sociaux de la santé, souvent qui ont été juste, qui ont modelé un peu leur parcours de vie. Depuis qu'ils sont nés. Si on parle de statut socio-économique, puis d'accès à l'éducation, puis la santé mentale aussi, puis tout ça. Fait que, clairement, c'est un des endroits sur lesquels on doit s'améliorer, mais on est probablement un des professionnels de la santé qui est le mieux placé déjà pour l'intégrer parce que ça fait partie de notre modèle de base d'évaluation puis de prise en charge. Combien de fois à l'école on se fait montrer le fameux diagramme de Venn avec les 3 bulles bio-psychosociales puis qu'on doit apprendre à bien
dealer avec la proportion de chacun d'entre elles. T'sais. Fait que mais c'est clair que ça a un impact majeur. Oui, tu sais, puis, l'utilisation des physiothérapeutes dans des rôles, en accès direct ou dans des rôles de pratique avancée dans le système de santé, ça permet de répondre à ça. Combien de patients on a à l'heure actuelle qui arrivent jusqu'à nous puis qui se sont fait dire différents messages qui ne sont pas vraiment en lien avec leurs problèmes de santé. Là, ben oui, vous avez une hernie discale de 3 cm ou peu importe. Là, probablement que 3, il y aurait probablement de la douleur, là, mais si on en prend un plus petit, puis à votre résonance magnétique, mais c'est probablement pas ça qui vous donne vos douleurs. Puis de déconstruire ces croyances-là une fois qu'ils sont dans la tête de nos patients, c'est super difficile. Puis il y a des données qui nous démontrent ça. T'sais. Fait que, à partir du moment où tu utilises un professionnel de la santé qui va avoir un message clair dès le départ sur la prise en charge d'un problème musculo-squelettique, puis que ce discours-là, il ne changera pas dans son parcours de soins, mais ça, on risque de faire une grosse différence. Il n'y a pas tant de données probantes qui nous disent qu'on fait qu'en bout de ligne, ça change grand-chose, mais on le sait qu'une prise en charge adéquate, rapide, où on va adresser les problèmes psychosociaux, puis on va minimiser leur impact. Oui, puis on va minimiser aussi les trouvailles radiologiques si on en a, par exemple, là, puis qu'on va mettre les choses en contexte, puis on va, à ce moment-là, on sait que le pronostic de nos patients est meilleur. Fait que moi, je pense qu'il y a un gros rôle du physiothérapeute à jouer dans cet aspect-là. Okay? Fait que, oui, le physiothérapeute, il va si tu as besoin de tel type d'intervention, il va le suggérer. Oui, une imagerie, ça peut être nécessaire dans certains cas, mais il va être aussi capable là, d'avoir un message qui est beaucoup plus nuancé avec le patient. Puis ça, je pense que ça peut changer le parcours de soins. Combien de fois, pour travailler beaucoup avec des orthopédistes, on a des patients qui ont passé des années dans le système de santé pour un problème X musculo-squelettique. Puis là, ils se ramassent chez l'orthopédiste en pensant que ce qu'ils ont besoin, c'est d'une chirurgie. Puis on leur dit, après des années, ben non, vous n'avez pas besoin d'une chirurgie, vous avez besoin d'une approche conservatrice, vous avez besoin de retourner dans vos activités, puis de vous exposer graduellement à tout ça pour gérer vos douleurs chroniques. Là. Puis ces gens-là, c'est difficile pour eux là, de vivre avec ça, puis de réaliser que finalement, ils ont besoin d'autres choses, puis ils ont été dans une espèce de no man's land thérapeutique pendant des années. Je pense qu'il y a un gros rôle à jouer pour la physiothérapie par rapport à ça. Clairement, ça aide, quand tu parlais tantôt, que le discours commun, si on a une ligne directrice en lien avec le discours pour expliquer au patient son problème versus avoir un médecin de famille qui dit quelque chose, va voir un physio qui dit quelque chose d'autre, va voir son masso, ajoute quelque chose d'autre, décide d'avoir un ostéo, un chiro, puis que tout le monde a des discours différents, tout le monde tire la couverte de son bord. Je me questionnais à savoir, mais c'était plus une question comme ça, parce que des fois, je me demande, je marche dans la rue de même, puis j'ai une idée qui me vient en tête, puis je me dis, la littérature a-t-il exploré ça, l'impact sur les soins de service, l'impact sur la ligne de directrice des soins de service et dans l'adhérence des gens à continuer de se prendre en charge, quel impact ça a d'avoir des discours différents? Je suis sûr que ça a un impact autant dans la croyance de la personne à régler son problème que dans la motivation et l'implication à continuer à se prendre en charge. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas tant de données qui ont regardé de façon très, très systématique le parcours de soins des patients puis qui se sont posé la question. C'est aussi dur à évaluer. C'est super dur à évaluer. Puis, si le discours qui est donné à ce patient-là à travers les différents intervenants qu'il voit est pas constant, n'est pas homogène, puis on lui amène toutes sortes de diagnostics différents, mais c'est sûr que moi, je pense que il y a quand même des données qui démontrent que ça, c'est un problème. Quand ça concorde pas. Puis, on le sait, là, pour la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques, on a besoin d'avoir un patient qui va être adhérent à ce qui est proposé dans les meilleures lignes directrices pour la prise en charge de son problème musculo. Adhérent, ce qui va favoriser
Ben, en fait, souvent, ce qui va découler de ça, c'est une forte alliance thérapeutique, fait qu'une relation de confiance. Fait donc, c'est tout le temps difficile, encore une fois, quand tu consultes quelqu'un qui dit que le problème est différent de ce que tu t'es déjà fait dire dans le passé, on a de la difficulté à s'accorder avec ça. Puis, c'est difficile, c'est confrontant pour une personne. Quand finalement, ça fait des années que tu t'es fait dire que c'est tel problème, finalement, on dit que c'est autre chose, puis que ce que tu pensais qui allait t'aider au final, comme une chirurgie, remplacer le genou parce que le genou est problématique, ça devient difficile d'accepter puis de s'impliquer dans un plan de traitement quand finalement, ça ne concorde pas avec ce que tu pensais qui allait t'aider. Oui, tout à fait. Je vais revenir un peu aux urgences. Il y avait... je ne me rappelle pas si c'était dans une des recherches que tu as menées, mais il y a eu à Laval, à l'Université Le CHUL de Laval, une étude qui, justement, s'intéressait à comparer comment se passe la trajectoire des patients quand on a un groupe qui est pris en charge pour un problème musculo-squelettique à l'urgence par un physiothérapeute, par un médecin. Probablement aussi que tu as une bonne idée de ce que l'ensemble de la littérature à l'international dit à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on sait à ce jour de la satisfaction des patients, à quel point le problème est réglé, la quantité d'imagerie, de médication qui est prescrite? Qu'est-ce qu'on sait des différences entre une prise en charge par un médecin versus un physiothérapeute à l'urgence? Bien, l'étude que tu fais référence, là, c'est l'étude de Rose Gagnon exact. Qui a été faite là, au CHUL dans le CHU de Québec, là, qui est Rose qui est maintenant étudiante au doctorat, là, mais qui a fait ça dans le cadre de ses études de maîtrise à l'Université Laval. Fait que ça, c'était un projet pilote où on a mis un physiothérapeute en pratique avancée. Donc, à l'urgence. C'est un projet pilote, c'est un projet d'implantation où le physiothérapeute donc voyait les patients avec des problèmes musculo-squelettiques directement. Fait que c'était lui qui les voyait en premier. Comme c'était un projet d'implantation, le médecin était toujours dans le coin pour corroborer ce qui se faisait, là, parce que c'était un projet. Mais maintenant, il y a une prise en charge complètement autonome de certains patients qui se font là, dans les urgences du CHU de Québec. Puis ce projet-là, ce qu'on savait avant que ce projet-là se fasse, parce que moi, j'étais impliqué dans ce projet-là, puis c'est Khadija Perrault à l'Université Laval puis Luc Hébert là, qui ont mené l'étude. Là. Quand on a décidé, c'était un essai clinique randomisé pilote qu'on a fait. Là. Mais on avait décidé de faire ça parce qu'on avait de la littérature à l'extérieur du Canada, particulièrement en Australie, qui démontrait plusieurs bénéfices potentiels d'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée à l'urgence. Puis, on voyait des effets sur la réduction de douleur, l'amélioration de la fonction, meilleure utilisation de l'imagerie, moins de médication, etc., etc. Mais si je reviens à ce qu'on faisait exactement, ce qu'on a vu à Québec, c'est une petite étude pilote. Elle est publiée, elle a été révisée par les pairs, mais cet essai clinique randomisé, là, on a comparé une approche usuelle, c'est-à-dire que le patient est vu par le médecin, comme d'habitude, à l'urgence, pour un problème musculo-squelettique mineur. Là, donc, un entorse, une lombalgie, une cervicalgie, n'importe quoi. Là. Ouais. Rien de bien plus grave que ça. Et donc, on avait à peu près, juste de mémoire, on avait comme presque 80 patients dans cette étude-là. 40 dans un groupe, 40 dans l'autre groupe. Ouais. Et puis, là, ce qu'on a regardé dans cette étude-là, on a regardé voir, est-ce que comment les patients évoluaient en termes de douleur, en termes de fonction, puis quelle était leur satisfaction. Puis aussi, on a regardé c'était quoi leur parcours de soins, puis c'était quoi l'utilisation des ressources du système de santé qui était faite, puis qu'est-ce qu'on leur offrait comme traitement. Puis on a été un peu abasourdis quand on a vu une première de nos résultats parce qu'on ne pensait pas qu'on verrait d'aussi grands bénéfices de l'utilisation des physiothérapeutes. Fait que, cette étude-là a démontré que quand tu utilises le physiothérapeute en pratique avancée à l'urgence, les patients ils quittaient à 1 mois après leur visite à l'urgence, il y avait significativement moins de douleur. Okay? Par rapport au groupe qui a été pris en charge. Exactement. Donc, évidemment, les deux groupes avaient une réduction moyenne. Les deux s'améliorent parce qu'on sait que l'évolution naturelle des problèmes aigus musculo-squelettiques va faire que la majorité vont s'améliorer. Il y avait moins de douleur, meilleure fonction. Les patients, en termes de satisfaction de la prise en charge du physiothérapeute, étaient plus satisfaits de la prise en charge qui était faite par le physiothérapeute. Puis une des raisons, il y avait plusieurs raisons qui étaient associées à ça. Bien évidemment, les patients allaient mieux. Ouais. C'est toujours bénéfique. C'est toujours satisfaisant pour les patients quand on réussit à régler leurs problèmes. Mais il y avait
en termes de temps passé avec le patient, d'éducation, d'enseignement qui était faite, il y en avait plus qui était faite par le physiothérapeute, le médecin. Pas extrêmement surprenant, là. Puis encore une fois, formé pour ça. on est formé pour ça. Fait. Puis il ne faut pas lancer la pierre aux urgentologues dans ce cas-ci, là. Donc, le modèle de soins les oblige à voir ces cas-là de façon très rapide. Exact. Donc, mais ultimement, si on met un physiothérapeute là, bien, les patients ils vont mieux. Fait qu'il faut y réfléchir, puis ça semble être une bonne avenue pour prendre en charge ces cas-là. Ouais. Fait qu'on a vu donc meilleure satisfaction, donc plus d'enseignement d'exercice, plus d'éducation qui a fait. Mais en termes d'utilisation des ressources du système de santé, on a vu des bénéfices aussi. Donc, moins d'utilisation d'imagerie. Donc, là, c'est important de réaliser pour les gens qui nous écoutent, là. Donc, les patients vont mieux, puis ça coûte moins cher pour le système de santé parce qu'on demande moins de radiographie puis qu'on demande moins d'imagerie de résonance magnétique. Fait que ça, c'est un bénéfice important. Ouais. Moins de prescription de médication, Le physiothérapeute avait tendance à prescrire plus, à suggérer, parce qu'on le sait, là, il n'a pas le droit de prescrire, là, mais il a le droit de suggérer la médication en vente libre. Fait que lui, de par sa formation puis de par les enjeux réglementaires et légaux, ben, il recommandait plus souvent de la médication en vente libre. Puis les patients allaient mieux de toute façon. Mm-hmm. Puis, mais le médecin, lui, prescrivait plus souvent, parce que c'est ce qu'il fait. Souvent, il va prescrire, mais il y avait plus de prescriptions d'opioïdes, cependant. Fait que, puis ça, on le sait que maintenant, les recommandations sont claires sur la prescription d'opioïdes. Elle doit être réduite de façon significative avec la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques. Elle n'est pas à proscrire, mais il y en a clairement trop qui se fait dans le réseau de la santé à l'heure actuelle, puis il faut réduire ce type de prescription. Quand on regarde les effets des opioïdes sur les douleurs chroniques ou les douleurs musculo-squelettiques, c'est assez minime comme effet. Là. Ils ne sont pas très utiles de toute façon. C'est ça. Alors, donc, on voyait donc des différences significatives entre les deux groupes par rapport à au type de prise en charge. Médication, utilisation de l'imagerie, le physiothérapeute prescrivait plus, donnait plus d'enseignement, plus d'exercice. Mais un des points majeurs qu'on ne s'attendait pas à avoir, c'est qu'on regardait le taux de représentation à l'urgence pour le même problème de santé. Alors, dans le groupe physiothérapeute, donc de mémoire, c'est à 1 mois. On avait sur les 40 quelques patients qui ont été vus, il y en a 3 % qui se sont représentés à l'urgence pour le même problème de santé qui n'était pas réglé 1 mois plus tard. Puis, dans le groupe qui était vu par les médecins, ce chiffre-là était de 22 %. Quand même. 3 versus 22 %, ça demeure un petit échantillon. Ouais. Mais pour nous, c'était quelque chose de majeur. Ouais. Puis on a des données à l'étranger puis à l'international qui nous démontrent que ces chiffres-là, ils tiennent la route. Fait que, on voit ces effets-là bénéfiques à l'utilisation des physiothérapeutes. Puis, on a présenté ces résultats-là aux urgentologues, puis on a des discussions avec beaucoup d'urgentologues, puis avec plusieurs urgences qui veulent, depuis cette étude-là, puis depuis l'implantation des physiothérapeutes dans le CHU de Québec en pratique avancée dans les urgences, on a beaucoup de discussions avec différents médecins, puis dans différentes urgences au Québec, parce qu'ils veulent implanter ça maintenant. Il y a une volonté, parce que les urgentologues, ils le disent. Moi, les problèmes musculo-squelettiques, là, je suis capable de faire le rough. De faire le rough, d'exclure une pathologie grave. Ouais. Puis c'est ça le rôle d'un urgentologue à l'urgence, là, à la base. Là, tu vas là pour t'assurer que tu vas pas mourir. Exactement. Ils ont besoin d'avoir tellement de connaissances dans différents champs qu'ils ne peuvent pas être spécialistes dans tout. Ce n'est pas leur rôle. C'est ça. Puis, à l'heure actuelle, pour la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Ils ne peuvent pas faire... Je vais généraliser beaucoup, là, mais de façon générale, ils sont pas capables de faire une référence en rhumato, de faire une référence en ortho, dans bien des cas, pour prendre en charge ces cas simples. Okay? Ces cas-là ne feront pas partie des raisons de référence dans les hôpitaux pour qu'un orthopédiste ou un rhumatologue descende dans l'urgence pour voir ces cas-là dans bien des cas. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais,
c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que le travail de l'urgentologue, il est extrêmement collaboratif à la base. Ouais. Là, il y a toujours, pour les pathologies plus graves, qui ne sont pas le musculo-squelettique simple, par exemple une fracture, ben, il va appeler, il va stabiliser le patient, il va l'immobiliser, il va passer une radio, OK, j'ai tel type de fracture. Dans certains cas, si c'est simple, il va le prendre en charge de façon autonome, mais dans la plupart des cas, il va demander une consulte en orthopédie. Ouais. Fait que, on se retrouve, encore une fois, dans un système de santé où, parce que c'était des pathologies qu'on disait pas très graves, le musculo-squelettique mineur, où là, on n'a pas de ressources pour bien les prendre en charge de façon aiguë. Fait que le physiothérapeute, il vient répondre à ça, à quelque sorte. Fait que donc, c'est super intéressant d'utiliser. Puis, c'est pas tous les médecins qui sont d'accord avec l'utilisation des physiothérapeutes dans les urgences, mais il y en a beaucoup. Puis, on a fait un sondage il y a 2 ans environ avant la pandémie. C'était un petit échantillon d'urgentologues. Là. On avait près d'une centaine d'urgentologues qui avaient répondu à ça. Puis la plupart étaient favorables à ça là, à travers le Québec. Là, Donc, les gens, oui, il y a il y a des médecins qui sont plus frileux à cette idée-là, mais il y en a beaucoup qui sont très, très ouverts. Puis ailleurs dans le monde, ultimement, les données probantes sont là. On est capable, on améliore l'accès, on améliore la prise en charge, on prend en charge ces patients-là de façon plus evidence-based et on diminue l'utilisation des ressources, puis on offre des soins de santé qui sont high value. Là, fait que c'est une, ça a l'air presque d'un miracle, là, des fois quand on en parle comme ça, mais les données sont là. Puis il y a eu, je sais que malgré tout ce qui est dit dans le plan Dubé, où on veut sortir certaines catégories de patients, les P4 puis les P5, qui sont souvent le musculo-squelettique mineur, des urgences, qui a une volonté de sortir certains de ces cas-là, puis c'est correct de vouloir les rediriger vers la première ligne en GMF, tout ça. Mais à court terme puis à moyen terme, il va encore avoir un volume de patients qui vont se ramasser à l'urgence qui sont des P4 puis des P5. Puis, peut-être qu'à Montréal, dans les grands centres urbains, on est capable de redéployer ces patients-là vers d'autres ressources. Mais en région, la fin de semaine, il n'y a pas toujours un GMF d'ouvert. L'urgence demeure souvent la porte d'entrée du réseau du système de santé pour un problème de santé aigu. Puis un problème de santé du musculo-squelettique aigu, il y en a. Là, puis ils ont besoin d'être pris en charge. Ils ont besoin d'être rassurés. Idéalement. Oui, puis ils ont besoin d'être rassurés. Là, quand tu as le dos barré, là, puis on le sait très bien, nous, les physiothérapeutes, les gens arrivent, c'est la première fois que ça leur arrive, ils sont paniqués, ils pensent qu'ils vont mourir. J'interromps le podcast quelques secondes pour te parler de mes amis de chez Biaformation. Si tu es professionnel de la santé et tu prends en charge des gens qui ont de la douleur au genou, tu pourrais être intéressé par la formation douleur fémoro-patellaire, évaluation et prise en charge. Une formation en ligne. Tous les détails sont dans la description de l'épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code de promo Goujon15 pour 15% de rabais sur les formations de Biaformation. De retour au podcast. Mais tu réponds un peu à ma question, parce que je me questionnais justement à savoir c'est quoi la réception du corps médical quand ils reçoivent les résultats de cette étude-là. De mon point de vue, moi, je vois juste du positif. C'est pas une question de confronter 2 professions puis de voir qui est meilleur. S'il y en a un qui est mieux formé puis qui a plus, dans son contexte, on peut le placer à un endroit où il est plus outillé puis il est mieux placé pour aider le patient, ben, ça devrait aller en ce sens. Mais tu me rassures un peu de savoir que toi, qui as un pied dedans puis de voir qu'en général, les urgentologues sont contents de les avoir les physios là, à l'urgence. Oui, puis on a une bonne collaboration de plusieurs sites. Là. Moi, j'ai eu des discussions avec plusieurs CIS ou CIUS pour l'implantation de physiothérapeutes dans les urgences. Puis, c'est sûr que pour aller de l'avant avec ça, il faut que le corps médical soit d'accord. Ou il faut les convaincre. Puis, à l'heure actuelle, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le Canada, on voit les urgentologues sont réceptifs à ça de façon générale. On a une étude pan-canadienne qui va débuter à l'automne, où là, on va recruter 700 patients à travers 6 urgences, certaines au Québec, en Ontario, puis en Alberta aussi. Puis, on fait un essai clinique randomisé pour vraiment évaluer de façon formelle
notre hypothèse, c'est qu'il y a des bénéfices à l'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée à l'urgence. Ouais. Mais pour les problèmes musculosquelettiques mineurs, on est en train de bâtir l'essai clinique randomisé. On va avoir 700 patients de recrutés. Et on va évidemment regarder les outcomes cliniques de ces patients-là. Mais on va regarder aussi l'utilisation des ressources du système de santé. C'est quoi qui leur est prescrit. Puis, on va aussi analyser de façon fine, puis ça, c'est la première fois que ça va se faire dans le monde, c'est qu'on fait une analyse économique complète pour comparer les coûts de santé associés avec cette prise en charge-là. Puis, on suit les patients jusqu'à 6 mois après leur présentation initiale à l'urgence. Wow. Fait qu'il y a des pharmaco-économistes qui vont être dans le projet. Oui, tout à fait. Super intéressant. Puis, tu sais, on n'a pas eu de difficulté à recruter des urgences pour participer à ça, là, parce que ce projet-là, dans certaines urgences où on va faire le projet, il y a déjà des physiothérapeutes. Ouais. Puis dans certaines urgences, on va les implanter en même temps qu'on fait l'essai clinique randomisé. Puis il y a une grande réceptivité de ça. Parce que pour ces urgentologues-là, comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge des patients qui se présentent à l'urgence, pas juste les problèmes musculosquelettiques, c'est une prise en charge qui est collaborative. L'urgentologue, il a besoin de médecins spécialistes, il y a besoin de psychologues, il y a besoin de nutritionnistes, il y a besoin d'autres professionnels de la santé, et évidemment de physiothérapeutes en pratique avancée dans certains cas pour prendre en charge des clientèles musculosquelettiques. Puis de façon générale, l'utilisation des physiothérapeutes à l'urgence, elle est en émergence aussi, pas juste en pratique avancée, là, pour prendre en charge d'autres types de clientèles qui sont à l'urgence. Fait que le projet, les résultats très intéressants du projet pilote vont servir un peu de tremplin pour aller faire cette étude-là pan-canadienne pour voir si dans le modèle canadien, dans nos soins d'urgence, si c'est un modèle qui fonctionne. Exactement, oui. Très intéressant. Ouais. Puis, on dirait aussi, on parlait tantôt, le système de santé est beaucoup fait... T'sais, on est très bien pris en charge quand on est très malade ou très blessé. Hein? Si tu as eu un accident d'auto et tu as besoin d'une chirurgie rapide, si tu as une crise cardiaque, tu vas être bien pris en charge. Si tu as un cancer, tu es très malade. Mais tous les soins mineurs, tous les petits problèmes mineurs, c'était souvent comme tu n'as rien de grave, un peu arrange-toi avec tes troubles. Puis c'est là que le modèle privé vient un peu comme reprendre tous ces gens-là. Puis toutes les cliniques privées de physiothérapie. On s'entend là, combien il y en a de cliniques privées au Québec de physiothérapie? Il y en a en tabarnouche. Sont toutes pleines, ça déborde. On manque pas de quantité de patients à aider. Donc, ça veut dire que tous ces problèmes mineurs-là, mineurs entre guillemets parce que la vie des gens n'est pas en danger, mais ça représente un immense enveloppe budgétaire potentielle pour les soins de santé. Puis, à mon avis, ça devient de la prévention parce que ces gens-là, les cas chroniques, c'est eux qui consomment le plus de ressources. Ouais. Qui dit chronique en général, c'est parce qu'ils n'ont pas été pris en charge dès le début ou à tout le moins la prise en charge qu'ils ont reçue n'est pas optimale. Fait que, il va falloir qu'il y ait une certaine continuité entre ce modèle de pratique-là et l'accès aux soins. Parce que c'est super là, d'avoir un physio qui va faire la meilleure évaluation pour une lombalgie aiguë, le fameux dos barré. Mais est-ce qu'on va donner la possibilité à ces physios-là de faire des suivis? Ou comment ces gens-là vont être pris en charge pour s'assurer qu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, ce pas des gens qui reviennent de façon récurrente avec un problème. C'est là aussi la question d'accès aux soins de physiothérapie qui, en ce moment, est à peu près inexistante quand on parle de se soigner au niveau musculo-squelettique. Ben, tu as raison. Là, c'est sûr que si on parle juste des soins, l'accès à la physiothérapie traditionnelle, c'est un problème au Québec. Là, je veux dire, il y a d'autres pays qui ont fait des choix différents dans le monde là, où on offre gratuitement de la physiothérapie. Là, la France en est un exemple, là, où à très, très peu de frais. Là, on dit que la physiothérapie est accessible aux gens via leurs assurances privées, mais on sait qu'il y a une proportion importante de gens qui n'ont pas ces assurances-là. Moi, d'après moi, dans certains secteurs de Montréal, c'est presque un patient sur 2 qui n'a pas accès, qui n'a pas les ressources financières ou qui n'a pas d'assurance privée qui lui permet d'avoir accès à de la physiothérapie. Fait que, ça, c'est un problème. C'est sûr que ça, il faut c'est un autre dossier. C'est un autre dossier auquel il faut s'attaquer. Ma collègue Kadja Perrault à l'Université Laval, elle l'a démontré. Là, je veux dire, on le sait que dans les 20 dernières années, la physiothérapie
en clinique externe, gratuite dans les hôpitaux pour des problèmes musculo-squelettiques, elle a été graduellement abolie. Là, on n'a à peu près plus accès à des soins publics gratuits. Si tu es opéré, tu vas avoir 4-5 séances dans la clinique externe de ton hôpital. Là, mais pour un problème, pour une lombalgie, une entorse, tu ne te présentes pas à l'urgence puis ils ne vont pas te prendre en charge comme ça. Mais si on revient au nouveau modèle comme à l'urgence, puis je peux parler aussi de ce que le ministère est en train de faire pour la médecine spécialisée musculo-squelettique. Bien, dans certaines des urgences où on va implanter des physiothérapeutes, il y a des CIS et des SUS qui font le choix à l'heure actuelle d'offrir une prise en charge par la suite à certains de ces patients-là. Justement, ceux qui n'ont pas de ressources. L'idée ici, c'est pas de leur donner nécessairement beaucoup de visites avec un physiothérapeute, mais souvent quelques visites simples, éducation, enseignement. On mise sur l'auto-prise en charge, mais ça peut faire une grosse différence pour beaucoup de patients. C'est sûr. L'idée ici, mon idée ici, c'est pas de lancer la pierre aux cliniques privées, mais historiquement, on avait un modèle où on voyait souvent, puis il y a encore des cliniques qui sont comme ça, qu'on voit les patients beaucoup. C'est très hands-on, puis je pense que ça change, puis c'est tant mieux parce que les données probantes nous démontrent que c'est pas nécessairement, on n'a pas besoin d'être hands-on avec nos patients qui ont des problèmes musculo-squelettiques tout le temps pour les aider. Le jugement clinique est de mise pour ça. Surtout de déterminer la proportion dans laquelle ça va prendre. Exactement. Fait que, le réseau de la santé, les gestionnaires, ils ont comme l'impression qu'à partir du moment où il faut que tu t'offres de la physiothérapie, puis ça, je l'ai entendu de médecins, puis je l'ai entendu de gestionnaires, bien là, il faut que tu leur offres, faut que tu leur donnes 2-3 visites par semaine. Puis ça, c'est des vieilles... C'est farfelu à l'heure actuelle de penser ça, mais c'est ce qui se faisait, puis c'est ce qui fait... Ce qui se fait encore dans certaines cliniques. Là, fait que, pour revenir aux physiothérapeutes dans les urgences en pratique avancée, bien, il y a certains des urgences qui vont offrir un suivi à ces patients-là. Puis, le ministère est en train de plancher, puis il y a deux cliniques musculo-squelettiques qui sont en train d'être mis en place pour gérer certains des cas du CRDS. Donc, les cas musculo-squelettiques qui sont référés vers les spécialités, rhumato, physiatrie, neurochirurgie puis orthopédie, bien, certains de ces cas-là ne seront plus vus directement par les médecins spécialistes, orthopédistes, rhumato, etc. Ils vont passer par une clinique multidisciplinaire avec un physiothérapeute en pratique avancée comme porte d'entrée dans ces cliniques-là. Et si les patients ont besoin d'une prise en charge conservatrice et n'ont pas besoin d'aller vers le médecin spécialiste, on va être capable de leur offrir certains types de traitements en physiothérapie. Encore une fois, enseignement, on axe sur l'autoprise en charge, programme d'exercice à la maison. On va être capable d'offrir ça. Puis ça, c'est quelque chose, même si c'est un projet pilote, puis il va y avoir 2 de ces cliniques-là dans la région de Montréal, puis que ce n'est pas implanté at large, c'est quand même quelque chose de vraiment novateur, puis on vient de changer de paradigme, là, parce que ça fait 20 ans qu'on coupe les soins de physiothérapie pour les problèmes musculo-squelettiques mineurs dans le réseau de santé publique, puis là, on va commencer à en offrir. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'argent dans ce cas-là, puis quand on parle d'accès aux soins, on vient de parler qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas se payer ou qui ne se payent pas de la physiothérapie dans le privé, que c'est à peu près inexistant dans le public. L'étude que vous allez mener pan-canadienne, l'analyse de l'impact économique at large, c'est une donnée extrêmement importante. Ouais. Est-ce que ça répond est-ce qu'il y a un avantage financier dans les hôpitaux à avoir des physios à l'urgence qui prennent en charge les patients plutôt que les médecins? On était à l'automne au sommet de la physiothérapie de l'AQP, puis il y a un pharmaco-économiste qui a présenté pour un peu nous pister ou nous expliquer un peu comment les enveloppes budgétaires fonctionnent. Puis, les médecins ne sont pas payés par les hôpitaux en tant que tels, ils sont payés par, entre guillemets, le gouvernement. Comme travailleurs autonomes, ils facturent la RAMQ, le gouvernement, alors que les employés comme des physiothérapeutes, les infirmières sont payés par l'hôpital. Est-ce que le fait que ce soit des enveloppes budgétaires fait en sorte que finalement, ça coûte plus cher aux hôpitaux d'avoir des physios? Est-ce qu'il faut repenser
comment on distribue les finances à ce niveau-là. C'est quoi l'impact financier de ça? Parce que un des arguments tout le temps des gouvernements, c'est on n'a pas d'argent, donc il faut couper ou réorganiser. Mais est-ce qu'il y a un avantage financier au modèle de soins des pratiques avancées? Ben, il n'y a pas tant de données à l'heure actuelle qui nous démontrent qu'il y a un avantage financier. Parce que faire des analyses économiques, c'est compliqué. Mm-hmm. Puis, c'est contexte spécifique aussi. Là. Fait que tu as reçu un de mes étudiants au doctorat là, il y a quelques mois, là, Simon Lafrance. Ouais. Puis Simon vient de publier là, avec mon équipe une revue systématique puis une méta-analyse où on a regardé toutes les études, toutes les analyses économiques associées au modèle de soins de pratique avancée, là, que ce soit en première ligne de soins, aux urgences ou en spécialité, particulièrement l'orthopédie. Mais on a quand même des données qui nous démontrent, ces données-là sont surtout à l'international, mais on a des données de qualité modérée. Il faudrait que je revoie là, le détail de ce qu'on avait publié, là, mais on est capable de réduire les coûts de santé avec l'utilisation des modèles de pratique avancée. Okay. Fait que, notre hypothèse, c'est que oui, on va voir ça ici aussi. Je veux dire, il y a des choses très, très simples qu'on peut regarder. Là, je veux dire, le salaire d'un médecin pour prendre en charge un patient qui a une lombalgie, c'est pas le même qu'un physiothérapeute qui prend en charge ce même patient-là. Est-ce qu'il devrait être payé plus cher, le physiothérapeute, à partir du moment où il est en pratique avancée? Ça, c'est un autre dossier à avoir. Puis la réponse, c'est oui, mais on n'est pas rendu là. Fait que, il y a des indicateurs qui nous laissent croire que oui, il y a des bénéfices parce que, on va réduire les coûts directs de santé parce qu'on va utiliser des professionnels qui ont un salaire qui est moindre. Moins d'imagerie, déjà, moins de récurrence à l'urgence. C'est tous des frais qui peuvent être coupés. C'est ça. Fait que, il y a d'autres choses aussi. Ouais. Mais, mesurer tout ça, c'est complexe. Mais on a des données qui nous laissent croire que oui, on est capable de réduire les coûts de santé par rapport à ça. Ouais. Puis, on a des données assez claires qu'on est capable de diminuer l'utilisation de certaines ressources, dont l'imagerie. Ouais. Fait que, puis la résonance magnétique. Puis dans certains cas, on est capable de réduire l'utilisation de la chirurgie pour certains types de pathologies, que ce soit l'arthrose du membre inférieur. Donc, à partir du moment qu'on a une prise en charge efficace en amont, ben, ces patients-là, ils finiront pas nécessairement avec une prothèse de genou, une prothèse de hanche plus tard. Mais faire ces études-là, c'est des études qui sont longues, puis c'est compliqué à faire. Puis pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr qu'au Québec, un des enjeux majeurs qui a freiné l'émergence des pratiques avancées, c'est justement ce que tu mentionnes. C'est que le physiothérapeute il est payé à partir d'une enveloppe, puis le médecin, lui, il est payé à partir d'une autre enveloppe. Le médecin, il est payé par la RAMQ. Il est payé, c'est centralisé, c'est le gouvernement qui le paye à Québec pour voir ces cas-là, alors que le physiothérapeute, il est payé au niveau local. Puis on le sait que les budgets des hôpitaux sont donnés de façon récurrente par rapport à des données historiques. Fait qu'on n'a pas de bonne... tout ça, puis le ministre Dubé en a parlé aussi là, dans sa réforme, que le financement des établissements allait être modifié parce qu'à l'heure actuelle, les enveloppes budgétaires sont des enveloppes qui sont basées sur des volumes très, très estimés de patients qui sont pris en charge. Puis c'est plus des enveloppes historiques là, où on redonne d'année en année, puis on va indexer. Traditionnellement. Ouais, on va indexer ça un petit peu avec le coût de la vie. Puis c'est sûr que c'est ça un problème. Je me suis déjà assis dans le bureau d'un directeur général d'un CIUS de la région de Montréal. Puis j'étais assis avec des orthopédistes, puis on leur parlait là, du modèle de pratique avancée avec l'utilisation des physiothérapeutes. Puis il nous a dit hey, c'est super fantastique votre projet, les patients vont mieux, puis c'est une belle initiative, puis je vois les bénéfices de ça, mais ultimement, on n'ira pas de l'avant avec ça parce que moi, je n'ai pas l'argent, parce que ce que votre modèle il propose, c'est d'augmenter l'accès aux soins, puis c'est d'augmenter le volume de patients qui vont se présenter en clinique externe. Ah ouais. Fait que ça n'a pas été dit comme ça, là, mais c'était ça que ça voulait dire. Je comprends. Fait que il faut revoir ça. La bonne nouvelle, puis j'ai pas tout le détail parce que ça, c'est plus au ministère,
Il y a maintenant des enveloppes qui sont associées avec des bonus de performance, puis l'augmentation des volumes, puis la diminution des temps d'attente pour la prise en charge de certains patients. C'est pour ça qu'on voit des CIS puis des CIUS aller de l'avant avec différents projets. Ça devient avantageux. Ça devient avantageux parce que là, il y a de l'argent qui est associé à ça. L'argent n'est pas associé à la pratique avancée, mais il y a certains CIS puis CIUS qui font le pari que l'utilisation des physiothérapeutes, qui font, à mon sens, un pari qui est judicieux d'utiliser des physiothérapeutes pour différents types de cliniques, que ce soit à l'urgence, que ce soit en GMF ou que ce soit en clinique spécialisée, pour améliorer l'accès aux soins de leur population. Tu as parlé du plan santé qui a été... je ne sais pas s'il est complètement dévoilé puis qu'on va avoir encore des mises à jour et des détails, mais grosso modo, le plan santé du ministre de la Santé, Christian Dubé, a été proposé, déposé, expliqué. Il y a eu quand même beaucoup de mouvements depuis ce temps-là. Tu es sorti dans les médias, tu as écrit une lettre ouverte dans le Journal de Montréal, tu as été dans quelques entrevues pour parler un peu entre guillemets, de la quasi-absence de l'absence de mention du physiothérapeute dans ce plan-là. Considérant toute la littérature, la dernière heure qu'on vient de parler d'à quel point les physiothérapeutes sont un élément clé pour répondre à une problématique de santé au niveau des soins musculo-squelettiques et autres. Grosso modo, c'était quoi les critiques que tu avais à faire? Puis c'était quoi le message? Pourquoi c'était important pour toi d'en parler? Puis c'est quoi le message la ligne directrice du message que tu voulais passer en lien avec la réforme? Mais tu sais, la réforme, un des points qui est mentionné, c'est qu'on veut améliorer l'accès aux soins. Okay? Puis, les problèmes musculo-squelettiques, là, c'est 25 à 30 % des consultations en première ligne de soins à l'heure actuelle. Okay? Fait que, tu sais, c'est pas rien. Là, c'est énorme. C'est énorme, là, je veux dire. Puis, tu sais, les coûts de santé puis les pertes de productivité qui sont associées aux problèmes musculo-squelettiques, là, c'est en haut de la liste avec les problèmes cardiovasculaires puis les cancers puis tout ça. Il faut arrêter de penser. C'est sûr que tu ne meurs pas d'une hernie discale ou d'une arthrose du genou, mais ça coûte très, très cher au réseau puis ça te coûte très, très cher au niveau sociétal. Fait que ça, c'est le point important. Là. C'est que le ministre Dubé vient de sortir avec un plan pour améliorer les soins de santé. Puis ce plan-là, il n'est pas très détaillé en bout de ligne. Là. Je veux dire, il y a quelques dizaines de pages, puis il parle de grandes orientations, mais il n'y a pas beaucoup de détails dans comment on va faire ça. Fait que, les problèmes musculo-squelettiques, c'est super important. C'est pas nécessairement, il n'est pas mentionné dans son plan, mais ça devrait être là. Puis comme on se dit que ça, c'est un problème important, les problèmes musculo-squelettiques, ben, les physiothérapeutes font partie de la solution à partir de ce moment-là. Ça, c'est clair pour moi. Fait qu'il devrait être là. Ce plan-là, il est intéressant à certains points de vue, particulièrement parce que il y a des points, si on y va de façon plus générale, on veut pouvoir mieux documenter le réseau, c'est-à-dire pouvoir avoir des données fiables sur, par exemple, le parcours de soins des patients. On parle de l'informatisation du réseau. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Là, 2022, je pense que c'est le temps de laisser tomber le fax. Puis les gros dossiers papier que les gens se passent de bureau en bureau. Fait que, on va être capable de documenter ce qui se passe dans le réseau de façon plus efficace, de façon plus valide. Moi, je suis chercheur. Moi, j'aime ça, des données probantes. Fait que, on en a besoin de ça. Fait que ça, c'est clair. Puis, un autre des points importants qui est là-dedans, c'est pour la première fois, puis on doit quand même se féliciter de ça, c'est que pour la première fois, c'est écrit noir sur blanc qu'on va décloisonner les professions. Ça veut dire donner plus d'autonomie aux professionnels de la santé, puis c'est écrit noir sur blanc. Encore une fois, c'est super, je suis super content de lire ça, mais dans ce plan-là, il y avait 3 professionnels qui étaient mentionnés de façon spécifique, les infirmières praticiennes, les pharmaciens, puis les paramédics. Fait que, quand j'ai pas vu les physiothérapeutes, moi j'ai dit, c'était ça le but de ma lettre, c'est de dire, écoutez, là, les physiothérapeutes, ils font partie de la solution, ils sont pas mentionnés nulle part, comme d'autres professionnels de la santé. Oui, c'est ça. Nous, on parle de ça parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. T'es chercheur, mais les psychologues, les ergothérapeutes, travailleurs sociaux, les nutritionnistes, par exemple, kinésiologues, c'est ça. C'est comme... Ils ont tous un rôle à jouer. Oui. Fait que, on parlait du corporatisme médical. Fait que,
Puis il y en a, là, ici là, cette lettre-là ne se voulait pas être du corporatisme envers le physiothérapeute. Là. Il y a d'autres professionnels de la santé qui peuvent jouer un rôle important. Moi, je suis physiothérapeute puis je travaille là-dessus. Fait que c'est là-dessus que j'ai basé ma lettre. Fait que je pense qu'il faut que ce soit clair que les physiothérapeutes font partie de la solution. Puis, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, puis moi, ce que je veux, c'est que même s'il y a des projets locaux qui se passent, il y a des CIS puis des SUS qui vont de l'avant avec des projets au niveau local pour mettre des physiothérapeutes en pratique avancée dans différents contextes de première ligne ou de soins spécialisés, c'est super. Mais là, ça prend un leader là-dedans. T'sais. Puis à l'heure actuelle, on n'a pas eu l'impulsion claire, puis on ne voit pas une volonté claire du ministre d'aller de l'avant avec l'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée. Fait que, ce plan-là, il me laisse un petit peu sur ma faim dans ce sens-là où je pense qu'il faut être beaucoup plus clair par rapport à ce qui va être fait. Ce plan-là, il n'est pas très opérationnel sur les autres points qu'ils veulent développer. Puis, je pense que ce matin, dans les médias, on mentionnait que le ministre refusait de partager certains des détails de ce plan-là qui sont déjà écrits, semble-t-il, parce que il y a des enjeux, je pense que c'est de la politique dans ce cas-ci. Là, on ne veut pas se mettre la tête sur le bio. Puis, on est en année électorale, n'oublions pas. C'est ça. Fait qu'exactement, on ne veut pas aller trop loin pour ne pas se faire reprocher de ne pas avoir atteint nos objectifs. Là, fait que, les physiothérapeutes, cette lettre ouverte-là, ça voulait dire, écoutez, les problèmes musculo-squelettiques sont importants, les physiothérapeutes font partie de la solution, que ce soit en pratique avancée, que ce soit de façon avec des soins traditionnels, les physiothérapeutes, ils peuvent aider à soigner la population au Québec. Là, puis ils devraient faire partie de la solution. Fait que c'était ça l'idée de cette lettre ouverte-là. Moi, je me demande souvent où sont les physios dans l'entourage du monde politique. Il n'y en a pas. Tu sais, quand est-ce qu'on voit des physiothérapeutes en entrevue, à Tout le monde en parle? Quand est-ce qu'on voit des physiothérapeutes comme figure publique? Il n'y en a pas. Puis dans le monde politique, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y a des physiothérapeutes retraités qui sont devenus gestionnaires, qui se sont impliqués en politique, mais est-ce que ça doit passer par là d'avoir du monde précisément dans le cercle décisionnel pour que ça change? On dirait des fois, quand tout le monde autour de la table est une profession différente, chacune de ces professions-là va s'assurer que son terrain est respecté, puis qu'il est mis de l'avant au meilleur de leur capacité. Ça prend tout ça? Bien, je pense que oui, je pense que ça prend ça. Est-ce qu'on a besoin de plus de physiothérapeutes qui vont faire la promotion ou qui vont faire informer les gens sur tous les bénéfices potentiels d'utilisation des physiothérapeutes? La réponse, c'est oui. Puis est-ce qu'il y en a assez? La réponse, il n'y en a probablement jamais assez. Jamais assez. Quelque part, si on veut vraiment permettre à la profession de prendre toute sa place. Ceci dit, je pense que ça s'améliore. Là, je veux dire, on ne voyait jamais de physiothérapeute dans les médias. Est-ce qu'on en voit beaucoup? La réponse, c'est non, mais on en voit plus. Fait que, je veux dire, moi, dans le temps, je faisais des trucs à RDI il y a bien longtemps, puis c'était rare. RDI Santé, qui était une émission de vulgarisation sur la santé, bien, historiquement, ces émissions-là, dans les médias, c'était toujours le médecin qui venait parler. Là, fait alors que cette émission-là se voulait très collaborative, puis on voyait des pharmaciens, on voyait un physio, on voyait ergo, etc., des psychologues, des nutritionnistes, là, et des médecins. Fait que, il s'en prend plus, c'est sûr que ça en prend plus, parce qu'on a besoin de faire la promotion de ce qu'on est capable de faire. Là, moi, mon rôle comme professeur à l'Université de Montréal, c'est évidemment de faire de l'enseignement. Puis faire de la recherche. Puis, il y a un aspect rayonnement où on doit aller dans les médias, puis des choses comme ça, puis je le fais, Mais, moi, j'arrive, puis j'ai publié des dizaines d'études sur les pratiques avancées, puis les résultats, les bénéfices sont là, puis nos conclusions sont claires sur plusieurs enjeux. Ils ne sont pas clairs sur tout encore, là, mais on est capable d'avoir des conclusions qui supportent l'utilisation des physiothérapeutes en pratique avancée pour la prise en charge des problèmes musculo-squelettiques. Mais
une fois que tu as ces données-là, ben, il faut que tu en fasses la promotion. Fait que, il y a un aspect politique associé à ça. Ouais. Fait que c'est sûr que ça nous prend plus de monde pour porter ces dossiers-là dans les différents ministères par rapport à ça. Parce que moi, si je suis ministre de la Santé, puis en santé, mes objectifs, c'est 1, meilleur accès aux soins, 2, meilleure qualité de soins, puis 3, que tout ça fasse en sorte qu'on sauve de l'argent qui permet de réinvestir et qui nourrit un meilleur accès aux soins puis une meilleure qualité de soins, ben je me dis, tu sais, si tu as un pitch de vente à faire pour un ministre de la Santé dont c'est ça ses objectifs, tu es capable d'arriver avec des bons arguments pour nourrir ces 3 objectifs-là. Ouais. Au meilleur de mes connaissances, tu me corrigeras si je me trompe, mais le coût de société économique associé aux douleurs musculo-squelettiques, c'est plus élevé que comme les cancers et tout ça. Là. Si tu considères les pertes de productivité, c'est la première cause. Là. C'est-à-dire chez les travailleurs, puis tout ça. Là. Fait que ça, c'est la première cause. Ouais. C'est ce qui coûte le plus cher dans nos poches. Ouais. Et on parle tout le temps d'argent en politique. Ouais. C'est un non-sens pour moi. Oui, mais sauf qu'on n'a pas de données toujours très, très claires pour démontrer ça. Là, on en a plus. Mm-hmm. Puis, tu sais, historiquement, là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Là. Je veux dire, on avait une profession médicale qui était omniprésente, puis qui était proche des gouvernements, puis c'était eux qui proposaient les solutions. T'sais. Mais là, ça fait 20 ans que la fédération de la FMOQ dit qu'ils vont régler le problème d'accès en première ligne de soins, puis qu'il va y avoir plus de médecins qui vont prendre plus de patients en charge. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Ouais. Puis la réponse, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir plus de médecins qui prennent plus de patients, plus de Québécois en charge en première ligne de soins. Fait que, tu sais, là, il va falloir qu'on arrête de juste écouter les médecins, puis juste d'écouter les gestionnaires avec leur vieille façon de faire, puis il va falloir qu'on regarde des avenues innovantes. Fait que pour revenir au rapport du ministre Dubé, au plan du ministre Dubé, bien, il y a quand même des choses novatrices là-dedans, à savoir est-ce qu'ils vont livrer la marchandise, puis le diable est dans les détails, mais de voir mot à mot écrit ça, qu'on va décloisonner les professions pour améliorer l'accès puis la qualité des soins, ben, c'est quand même fantastique. Puis, on le voit, là, depuis 5 ans, il y a quand même, le rôle des infirmières praticiennes est en émergence. On a donné plus d'autonomie à ces professionnels-là. Les pharmaciens aussi ont vu leur autonomie augmenter aussi. Puis là, dans le rapport, on parlait aussi des paramédics qui vont se voir donner un petit peu plus d'autonomie, entre autres pour poser un diagnostic initial puis pour orienter le patient là, vers la bonne ressource et ne pas nécessairement l'envoyer à l'urgence directement. Là. Fait que oui, moi je suis positif par rapport à ça. Là, je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté politique qui est là. Comment on va le faire, ça m'inquiète un peu. Mais puis il y a une volonté du réseau aussi. Puis les médecins sont beaucoup plus réceptifs à déléguer certaines de leurs responsabilités à d'autres professionnels de la santé. Là. Fait que ça, on est il y a vraiment une fenêtre d'opportunité qui est là. Fait que tu l'as vu dans les médias dernièrement, il y a eu quelques lettres ouvertes, la mienne et d'autres. Là, puis il y a vraiment un discours qui est en train de changer par rapport à ça. Il y a des médecins qui vont de l'avant. Le docteur Julio Fernandez, qui est à l'hôpital Jean Talon, qui est l'instigateur de la clinique de pratique avancée à Jean Talon en orthopédie. Et puis on a 2 physiothérapeutes qui sont là depuis des années. Fait que, il est sorti dans les médias, fait que pour porter le message. Puis on a eu des reportages, on a eu des trucs à la radio, on a eu des trucs à la télé aussi par rapport à ça. Fait que ça, c'est fantastique. Ouais. Je veux pas qu'on oublie de parler du DEPA, qui va un peu mettre les gens en contexte d'où c'est parti, en lien avec la conversation d'aujourd'hui. De un, veux-tu expliquer qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a été important d'implanter ce programme-là? Puis, où est-ce qu'on s'en va pour la suite dans les prochaines années avec ce programme-là? Qu'est-ce que ça va nous apporter comme ouverture pour la profession? Ben, écoute, un des enjeux, à partir du moment où tu décides d'implanter des physiothérapeutes en pratique avancée, ben, il faut que tu t'assures que ces gens-là aient une formation adéquate. Fait que, historiquement, dans d'autres pays, quand ces rôles-là ont été en émergence, ben, on voyait des formations maison qui se créent. Puis on le voit encore au Québec. Là. Fait que là, les physiothérapeutes
qui sont dans des rôles de pratique avancée au Québec sont soit formés à l'interne, ils font des résidences avec des médecins, ils sont, c'est des gens des fois qui ont beaucoup d'expérience préalable, qui ont fait beaucoup de formations continues en lien avec les problèmes musculosquelettiques dans leur domaine de physiothérapie ou connexes. Là. Fait que, à partir du moment où on veut des physiothérapeutes en pratique avancée, il faut s'assurer qu'ils sont formés correctement pour être évidemment efficaces, être efficients, puis qu'ils soient aussi sécuritaires. C'est pas vrai que n'importe quel physiothérapeute avec notre formation de base d'entrée à la pratique est capable de prendre ces rôles-là où on donne plus d'autonomie des physiothérapeutes. Est-ce qu'ils seraient capables de le faire puis de ne pas faire d'erreurs majeures? La réponse est probablement oui, mais on veut plus que ça. On veut des professionnels efficients, efficaces pour prendre en charge ces patients-là, puis qui jouent le rôle qu'on attend qu'ils jouent dans ces modèles de soins-là. Donc, nous, c'était clair pour nous, puis au Canada, même s'il existe déjà d'autres programmes, il n'y avait pas de programme francophone ailleurs au Canada, puis c'est le premier programme au Québec où on forme des physiothérapeutes en pratique avancée. Fait qu'on a 2 programmes. Le but de ces programmes-là, c'est de former des physiothérapeutes avec des compétences supplémentaires pour prendre en charge les problèmes musculosquelettiques et donc avoir une formation supplémentaire, entre autres pour la prise en charge médicale puis chirurgicale de ces cas-là. Comment bien identifier, poser un bon diagnostic, comment bien orienter le patient, comment offrir des soins adéquats par rapport à ce patient-là. Et puis, que ce soit dans le champ médical, que ce soit dans le champ de la réadaptation aussi, parce qu'on leur donne une formation supplémentaire dans des contextes aussi de physiothérapie. Là, ouais. Et ce programme-là, c'est un programme, on a 2 programmes. On a un micro-programme et on a le DEPA, là, donc à ce moment-là, qui est un programme. Le micro-programme, donc, c'est 15 crédits de 2e cycle et le DEPA, ça comprend ces 15 crédits-là plus un autre 15 crédits de 3e cycle. Ça s'offre... Donc, c'est offert pour les cliniciens à l'Université de Montréal. C'est un programme qui dure environ 18 mois. Ça se donne à temps partiel, ça se donne de façon hybride avec des formations en ligne, des formations présentielles et aussi des résidences en milieu clinique dans des contextes de pratique avancée, avec d'autres physiothérapeutes en pratique avancée ou avec des médecins à ce moment-là. C'est ça. Puis, DEPA, c'est Diplôme d'études professionnelles approfondies. C'est bien ça. En physiothérapie, neuromusculo-squelettique avancée. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Là, non, mais c'est bon. Au moins, ça comprend tous les termes importants. Oui, puis c'est ça. On a un programme où on accueille quelques dizaines de physiothérapeutes par année. Depuis là, on est à notre 3e année à l'heure actuelle. Là. Super. Puis, on en a parlé un peu, mais peut-être qu'éventuellement, ça viendra avec un titre officiel de physiothérapeute en pratique avancée ou peut-être que ça va être réglementé d'une certaine façon. J'imagine. En fait, c'est ça l'idée. Là. Donc, évidemment, ça dépasse à la base le rôle de l'université dans ça. Là. Il s'agit ici là, de démarches que l'OPPQ, puis l'Office de profession, puis le ministère de la Santé doivent avoir entre eux pour créer ce titre-là. C'est pas quelque chose de simple. Là. Donc, si on regarde comment les infirmières praticiennes spécialisées ont été officiellement nommées et créées au Québec, c'est quelque chose qui prend plusieurs années, si c'est pas décennies. Fait que, puis ailleurs dans le monde, mais c'est ça qui est arrivé aussi. Là, donc, le titre... La plupart du temps, le titre ne vient pas avant qu'on ait des physiothérapeutes sur le plancher des vaches qui font de la pratique avancée. Là, on n'est pas différent de d'autres juridictions à ce moment-là parce que ça vient par la suite. Là, puis en Irlande, au UK, en Angleterre et puis en Australie, ces titres-là sont reconnus avec les rôles supplémentaires, les responsabilités supplémentaires, puis aussi les avantages salariaux aussi associés à ça aussi. Puis pour les physios qui soit ne le connaissaient pas ou qui ont des questions par rapport à ça, qui se demandent si c'est pour eux, toi, es-tu le directeur de ce programme-là? Moi, je suis responsable du programme. Fait que qu'est-ce que tu leur dirais? À qui ça s'adresse? Comment on fait pour savoir si c'est pour nous, ce programme-là? En fait, ce programme-là, là, évidemment, il est axé sur l'objectif, c'est de créer des physiothérapeutes en pratique avancée. Mais dans nos étudiants à l'heure actuelle, puis les cliniciens qui ont participé
participer au programme, puis nos finissants, on a des gens qui viennent des cliniques privées, par exemple, qui ont décidé de faire ce programme-là parce que ce programme-là leur donne des connaissances supplémentaires pour la prise en charge des problèmes musculosquelettiques. Puis ces gens-là nous ont dit qu'ils étaient très contents de ça parce que ça leur permettait de mieux prendre en charge leur clientèle usuelle en clinique privée. Ils s'offrent vraiment à tout le monde qui veut améliorer ses connaissances pour la prise en charge des problèmes musculosquelettiques. Parce que notre programme il est bâti où on a des physiothérapeutes avec une expertise en musculosquelettique avancée qui sont là, mais on a aussi plusieurs médecins qui donnent de l'enseignement par rapport au rôle de l'imagerie, à la prescription de médication, donc à l'indication chirurgicale. On a des orthopédistes, on a des physiatres, on a des rhumatologues, on a des neurochirurgiens qui enseignent, qui viennent donc donner des formations à nos physiothérapeutes qui sont des candidats dans le programme. Ce programme-là, il leur permet donc d'obtenir des habiletés cliniques supplémentaires pour la prise en charge des problèmes musculosquelettiques, pour la prise en charge médicale. Ouais. Mais on a aussi, à travers ça, des physiothérapeutes qui viennent donner des formations supplémentaires pour mieux prendre en charge en physiothérapie certains types de clientèle, que ce soit la douleur chronique. Ouais. Par exemple, on a des ateliers, entre autres, sur l'entretien motivationnel pour favoriser des changements dans les comportements de nos patients. On sait à quel point c'est problématique. La prise de décision partagée aussi, l'éducation de nos patients, mais aussi en lien avec les programmes d'exercice, des choses plus usuelles. Fait que ce programme-là est bâti avec un aspect, donc connaissances supplémentaires en physiothérapie pour problèmes musculosquelettiques, connaissances médicales supplémentaires. Puis ultimement, le programme, particulièrement le DEPA s'adresse aux gens qui veulent pousser encore plus loin, où là, il y a une volonté de retourner dans son milieu puis d'implanter un modèle de pratique avancée dans son milieu. On a plusieurs physiothérapeutes qui sont inscrits au programme puis qui ont déjà dans leur milieu initié des démarches pour créer un modèle de pratique avancée. Donc, soit les gestionnaires sont d'accord avec eux, les médecins, que ce soit en orthopédie, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en neurochir. Donc, ces physiothérapeutes-là sont inscrits au DEPA. Puis, à travers le DEPA, mais là, on leur donne une formation complémentaire en implantation de modèles de soins. Alors, comment tu implantes un nouveau modèle de soins? C'est quoi les différents aspects que tu dois tenir compte pour aller du développement de ton nouveau corridor de soins, de ton nouveau rôle de pratique avancée, jusqu'à son implantation, puis sa pérennisation et puis son évaluation à long terme aussi. Ouais. Okay. C'est vraiment intéressant, puis j'invite les gens à aller voir sur le site de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal pour en savoir plus sur le DEPA. Aussi, les gens qui ont été tentés qui ont aimé la discussion d'aujourd'hui puis qui veulent avoir plus d'informations, qui sont des adeptes de lecture scientifique, ben, n'importe quelle étude dans ton groupe de recherche en lien avec les pratiques avancées, c'est toujours intéressant. Ouais. Je sais que sur l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, en général, avec les chercheurs, il y a pas mal une liste des publications les plus importantes là, que les gens peuvent retrouver. Sinon, est-ce que tu es un peu sur comme Twitter ou LinkedIn? Y a-t-il un endroit où les gens peuvent avoir accès plus facilement aux meilleurs, autant les entrevues dans les médias, les recherches publiées? Oui, évidemment, toujours facile d'aller voir. Le plus facile, c'est d'aller voir sur l'École de réadaptation pour avoir des informations en lien avec le programme. Ouais. Il y a un site du Centre de recherche de Maisonneuve-Rosemont où je suis. Donc, il va y avoir de l'information sur les différentes recherches que moi je fais. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, fait que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, je suis là. Ce qui est en lien avec le professionnel va se retrouver souvent de façon publique puis disponible là, directement où je vais présenter
différents points en lien avec mes recherches ou avec ce qui est fait là, dans le réseau, des nouvelles initiatives qui sont là. Fait que oui, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Évidemment, si vous googlez mon nom, vous allez trouver facilement mon courriel. Puis si jamais les gens ont des questions puis qu'ils veulent discuter de différents aspects en lien avec les pratiques avancées, ça me fera toujours plaisir de prendre un moment pour discuter avec eux. S'il y a des gens qui sont intéressés par le programme, ben écrivez-nous. Moi, j'ai ma coordonnatrice, ma précieuse coordonnatrice au programme, qui est Célena Lausière, qui est physiothérapeute, qui est là aussi pour répondre aux questions. Là. Fait que ça va nous faire plaisir de répondre à n'importe quelle question qui a en lien avec nos 2 programmes de pratique avancée. De toute façon, vous ne recevez pas trop de courriels, vous, fait que c'est correct d'en ajouter quelques-uns. Là, ouais, ben c'est ça. Honnêtement, j'essaie de... des fois, ça peut prendre quelques jours avant que je réponde, mais j'essaie toujours de répondre. Là, j'essaie d'être disponible. Je sais que les pratiques avancées, c'est quelque chose d'assez hot là, à l'heure actuelle. C'est dans l'air du temps. Les gens ont souvent beaucoup de questions, fait que ça me fait plaisir de répondre aux questions puis d'accompagner les gens là-dedans. Pour ce qui est de notre programme, suivez les réseaux sociaux, suivez le site de l'École de réadaptation. Notre prochaine cohorte, ça commence en janvier prochain. Fait que les inscriptions sont durant l'automne. Automne 2022 pour janvier 2023. C'est ça, exactement. Fait que, écoutez, suivez ça. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ça va me faire plaisir. Excellent. Merci beaucoup pour la discussion d'aujourd'hui. Merci d'avoir trouvé du temps dans ton horaire pour qu'on puisse jaser de tout ça. Je pense que la conversation va avoir mis la lumière sur un enjeu que les gens connaissent des fois plus en superficie. Fait qu'on on a été capable d'aller dans le détail. Fait que, encore une fois, merci. Puis au plaisir de se recroiser et de se reparler. Merci à toi. Salut.